Monsieur Luc Michel, vous êtes chez Géopoliticien. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, comment expliquez-vous l'échec de cette tentative du côté palestinien au Conseil de sécurité de l'ONU, la partie palestinienne qui avait remis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui demandait la fin de l'occupation palestinienne d'ici 2 ans, mais en fait cette tentative palestinienne a échoué. Pourquoi, d'après vous? Mais écoutez, la première chose, vous savez, moi je ne suis pas un grand optimiste vis-à-vis des Nations Unies. Je pense que le projet des Nations Unies a échoué. Les Nations Unies, maintenant, c'est devenu une arène entre quelques grandes puissances, et c'est un appareil et une assemblée qui est contrôlée par les États-Unis, essentiellement par des raisons financières. Les Palestiniens ont présenté un projet extrêmement ambitieux, puisqu'il est lié à toute une offensive diplomatique qui est faite également au niveau du Parlement européen. Et je pense que les Palestiniens ont trop compté sur des pays de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, qui sont maintenant les pays émergents. La résolution a échoué pour une raison principale, évidemment, c'est l'hostilité du bloc anglo-saxon, américain et britannique, mais pas uniquement ça. On a vu tout d'abord au niveau du Conseil de sécurité une cassure entre les États anti-américains et les autres. On a vu la Russie, la Chine approuver. On a vu l'Argentine qui est au sein des BRICS, à côté des BRICS plutôt, qui est l'État pour le moment, un des États les plus anti-américains de l'Amérique latine. On a vu le Tchad d'Idriss Déby Itno, qui est un chef d'État qui est en train de basculer dans le panafricanisme, voter pour la Palestine, mais les Palestiniens comptaient sur d'autres États africains notamment, et là ils ont échoué. On notera que le Nigeria et le Rwanda ont voté contre. Le Nigeria a changé d'avis au tout dernier moment. Sa voix aurait pu être déterminante pour faire passer le projet, et il ne l'a pas fait sans doute parce qu'il y a eu des pressions financières et autres. Il faut quand même comprendre quelque chose, c'est que même si la révolution avait passé, dans ce cas, il y aurait eu un veto américain et probablement britannique. Donc, l'échec a été au niveau du vote, mais même s'il était passé en force, les Américains l'auraient bloqué en définitive. Donc, moi, je crois que la Palestine n'a plus grand-chose à attendre au niveau des Nations Unies. Elle est maintenant dans un deuxième round qui est d'essayer d'adhérer, puisque vous savez que les Palestiniens ne sont pas un État reconnu, mais sont de facto reconnus par les Nations Unies. Ils essayent d'adhérer donc au traité qui régit la Cour pénale internationale, et puis ils vont essayer là-bas. Je ne pense pas qu'ils réussiront non plus parce que la CPI est vraiment un outil occidental. La dernière chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu, pour la première fois depuis plusieurs années, la France n'a pas voté avec les puissances anglo-saxonnes. La France a voté la reconnaissance malgré la puissance du lobby pro-israélien en France, notamment au niveau du Parti socialiste et de la présidence de François Hollande. Mais le soutien de Paris au projet palestinien est quelque chose de traditionnel, et bon, je ne pense pas que ça marquera une grande rupture diplomatique par rapport au reste, d'autant plus que la France s'est engagée à peu de choses, puisque tout le monde était à peu près sûr que le projet ne passerait pas. Il reste à noter évidemment le caractère malsain des Nations Unies, puisque je lisais cette nuit les dépêches de Reuters sur le sujet. Les Américains expliquent qu'ils ont pratiqué un lobbying important. Qui dit lobbying dit pression et moyens financiers, de façon à ce qu'un certain nombre de pays
ne votent pas la reconnaissance. Les Américains sont murés dans l'hypocrisie de leur diplomatie, puisqu'ils accusent les Palestiniens d'être trop radicaux, et ils leur disent continuez les pourparlers avec Israël, c'est là que vous aurez votre reconnaissance. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Dernier élément, c'est la position de l'ambassadeur israélien aux Nations Unies, puisqu'il a véritablement accusé les Palestiniens de chercher la guerre, de chercher le chaos en cherchant leur reconnaissance. On a, je dirais, moins de cynisme du côté israélien qu'on en a du côté américain. Monsieur Michel, vous étiez en fait complet dans votre analyse. Permettez-moi de vous poser une dernière question. Vous avez parlé du Nigeria, du Rwanda qui ont voté contre ce projet de résolution parce qu'il y a eu en fait des pressions, d'après vous, qui ont été exercées en fait sur ces pays-là. Vous venez de parler en fait de ce vote positif de la France en faveur de ce projet de résolution. Mais comment expliquez-vous, il y a un autre pays qui a voté contre ce projet de résolution, un pays qui est membre du mouvement des non-alignés, qui a l'un des fondateurs même du mouvement des non-alignés, qui a soutenu toujours la cause palestinienne, c'était l'Inde. Comment expliquer le fait que l'Inde a voté contre ce projet de résolution? Écoutez, on est devant une énigme diplomatique, mais il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que le mouvement des non-alignés, c'est un mouvement qui est mort maintenant. Les points de force de ce qu'était le non-alignement, ils se font maintenant autour des projets eurasiatiques de Moscou et ils se font au niveau des BRICS. C'est curieux au niveau de l'Inde et ça m'avait interpellé aussi parce que l'Inde est dans un rapprochement diplomatique pour le moment avec la Russie. Il y a des accords économiques, il y a des accords énergétiques, il y a des accords militaires et donc on ne comprend pas très bien pourquoi. Maintenant, certains prétendent qu'il y aurait des accords secrets entre l'industrie d'armement indienne, qui est très, très importante, et l'industrie d'armement israélienne, mais ça n'explique pas ce vote étrange. Au niveau des deux pays africains, c'est plus logique, parce que l'Afrique, depuis le dernier sommet USA-Africa de leader à Washington au mois d'août, elle est entrée dans une vague de changements de régime qui sont programmés par Obama et la Maison-Blanche. Il y a une révolution de couleur qui est en cours au Gabon actuellement. La révolution qui a eu lieu au Burkina Faso, on commence à enquêter dessus. On voit l'influence des réseaux Soros, en tout cas sur les sociétés issues les organisations de la société civile. On a des projets de déstabilisation de la République démocratique du Congo, du Tchad, le Cameroun, c'est en route, et donc un certain nombre de chefs d'État africains ont peur. Dans le cas du Rwanda, il y a une crise diplomatique entre Kigali et Washington, la Maison-Blanche voulant que Kagame s'en aille du pouvoir. Le problème, c'est que le Rwanda est le principal allié de Washington dans la région des Grands Lacs. Il y a donc toute une série de mouvements, de gestes diplomatiques, et je pense que le Rwanda a voulu présenter un geste de bonne volonté vis-à-vis des Américains. Le Nigeria est dans une situation encore plus délicate, puisque vous savez qu'elle est confrontée au problème de la secte islamiste Boko Haram. Elle est pour le moment dans une tentative d'échapper à l'emprise occidentale. Il y a actuellement une aide militaire, des conseillers militaires américains qui sont au Nigeria. Chaque année, AFRICOM, qui est le commandement américain pour l'Afrique, développe un grand exercice militaire à partir de certains pays africains, dont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Nigeria, et il y a une partie de l'establishment nigérien qui essaye d'échapper à ça. Il y a notamment des accords militaires qui ont été faits avec la Russie, et le gouvernement nigérien demande à ce que les conseillers, l'aide américaine,
s'arrête. Mais ils ne veulent pas d'une rupture brutale et je pense que dans le cas du Rwanda, on est devant un geste diplomatique de bonne volonté pour ne pas rompre tous les liens avec Washington. On parle aussi de moyens économiques, c'est-à-dire que dans certains cas, les Américains auraient payé pour avoir un vote négatif. Tout ça donne une très mauvaise image et de la diplomatie internationale et des Nations Unies elles-mêmes.